c'est la prochaine candidate, aurait beaucoup aimé être avec vous ici, mais elle le fait à distance. C'est Valérie Pécresse qui est avec nous, qui va s'afficher. Le grand oral de la présidentielle. En quelques instants. Europe 1, Paris Match et le journal du dimanche, Valérie Pécresse. Bonjour Madame Pécresse. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je suis désolée, mais comme vous le savez, je dois respecter 5 jours d'isolement. Mais vous avez l'air très en forme, tout va bien. Plus aucun symptôme. Bon, c'est l'essentiel. En tout cas, merci de répondre à ce grand oral de la présidentielle. Vous voyez ce public majoritairement composé de jeunes étudiants, différentes écoles. Nous venons de passer en revue, en tout cas, quelques questions avec M. Jadot. C'est votre tour, Madame Pécresse. Permettez-nous d'emblée de commencer tout de suite avec les questions de mes camarades confrères Bruno Jeudi et Sarah Payou qui vont vous poser les premières questions. Sarah. Madame Pécresse, bonjour. Au Salon de l'Agriculture, très récemment, vous avez insisté sur l'urgence à prendre des mesures au niveau national, au niveau européen, pour notre souveraineté agricole. Lesquelles? Comment vous garantissez la souveraineté agricole de la France et de l'Europe? Le sujet, c'est de savoir, dans un monde qui va être soumis à des crises climatiques, mais aussi, on le voit aujourd'hui, à des crises géostratégiques, est-ce que nous voulons avoir une Europe qui produit? Est-ce que nous voulons une Europe productive en matière agricole? Et est-ce que nous voulons une souveraineté alimentaire? La souveraineté alimentaire, c'est garantir évidemment l'alimentation de tous nos concitoyens. Emmanuel Macron a laissé adopter au niveau européen un projet qui me paraît être une folie. C'est le projet de la ferme à la fourchette, Farm to Fork, qui prévoit d'ici 10 ans l'attrition, la réduction de 12% de la production agricole européenne, sous prétexte d'écologie. Moi, je crois qu'au contraire, l'écologie, c'est le produire local. Je crois que nous devons, au contraire, produire davantage et produire mieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis présidente de la République, je mettrai fin à ce programme Farm to Fork, de la même manière que je mettrai fin aux jachères obligatoires qui ont été instaurées par l'Union européenne. Parce que nous avons besoin de produire davantage. Et on le voit aujourd'hui, encore plus avec cette crise ukrainienne, les destins du continent africain et du continent européen sont totalement liés. Et quand on a une augmentation des prix du blé, eh bien on voit des risques de famine à nos portes. Donc je veux une agriculture productive. Et puis, pour que cette agriculture soit productive, eh bien, il faut assurer un revenu à nos agriculteurs, un revenu digne, un juste prix. Il y a une loi Egalim qui a été votée par le gouvernement, qui n'a pas très bien fonctionné, une loi Egalim 2 qui est en train d'être votée pour essayer de garantir les prix. Il faut un vrai rapport de force avec la grande distribution, de façon à ce que les prix payés à nos agriculteurs correspondent vraiment au juste prix. Et puis, il faut aussi garantir que nous n'importions plus des produits étrangers qui ne respectent pas les normes environnementales que l'on impose à nos agriculteurs. On impose à nos agriculteurs des normes environnementales extrêmement strictes, et c'est une bonne chose, mais il faut absolument que ces normes européennes elles soient respectées, y compris pour les produits qu'on importe. 1 jour et demi sur 5, nous mangeons des produits qui sont importés de l'étranger. 1 jour et demi sur 5. Et un quart de ces produits ne respectent pas les normes environnementales que nous imposons aux agriculteurs. Et comme ils sont moins chers, eh bien évidemment, les Français les consomment, c'est une question de pouvoir d'achat. Mais pour vous donner un exemple, la lentille du Puy-en-Velay aujourd'hui est en train de disparaître, alors que la lentille canadienne qui est importée en France, elle contient des pesticides que nous n'avons pas le droit d'employer en France. Donc, il faut des clauses miroirs maintenant dans les accords de libre-échange européens, ces clauses de miroir qui font que plus aucun produit agricole n'arrivera en Europe s'il ne respecte pas les normes européennes. Et puis, il faut que nous arrêtions de surtransposer, il faut que nous arrêtions de rajouter des normes. On n'a pas fait l'Europe pour avoir de la concurrence déloyale entre nous. On ne peut pas avoir en France des normes qui sont plus strictes que les normes, la moyenne des normes européennes, que les normes allemandes ou que les normes espagnoles. Sinon, nos producteurs, nos agriculteurs ne s'en sortent pas.
Donc, évidemment, il faut les aider. Et puis, à court terme, évidemment, il faut aider nos éleveurs parce que la hausse du prix des aliments du bétail avec la crise ukrainienne est un vrai drame pour eux. Et il faut aussi aider nos pêcheurs parce que la hausse des prix de l'essence est très douloureuse pour eux aussi. Valérie Pécresse, bonjour. Dans votre programme au chapitre, je le cite, « Rétablir notre puissance et notre indépendance économique », vous dites vouloir faire du redressement de notre commerce extérieur une priorité nationale. Vous voulez même mettre un terme à notre déficit sans précédent. Alors je rappelle pour le public, 85 milliards en 2021, en construisant un socle industriel, notamment en relançant la recherche, domaine que vous connaissez. Concrètement, comment faites-vous? Parce que l'ambition est louable, mais concrètement, ça passe par quel type de décision précise? D'abord, la désindustrialisation de la France n'a pas été stoppée depuis 5 ans. Nous sommes aujourd'hui à moins de 10% de notre économie qui est industrielle. Et vous le savez, un pays très puissant, c'est un pays qui a une industrie, qui produit. Et j'ajoute que pour notre indépendance, c'est crucial. On s'est aperçu pendant la crise Covid qu'on ne produisait plus d'antibiotiques. On s'est aperçu aussi pendant la crise Covid qu'on ne produisait plus assez de microprocesseurs. Donc quand on n'a plus ces composants industriels, eh bien on devient dépendant. Et quand il y a une crise et quand on a un monde menaçant autour de nous, il faut réduire ces dépendances. Alors, il faut le faire au niveau européen, bien sûr, et au niveau français. Il faut qu'on définisse un certain nombre de productions stratégiques que nous devons absolument faire chez nous. Et puis, il faut surtout aider les entreprises à se créer en France. C'est pour ça que moi, j'appelle à un choc de débureaucratisation, de simplification. Vous savez qu'il y avait un candidat qui s'appelait Gaspard Koenig qui n'a pas pu continuer sa campagne jusqu'au bout, mais il voulait un choc de simplification. Moi aussi, je veux ce choc de simplification. On doit dénormer, on doit diviser par 2 la durée des procédures administratives en France. C'est ce que veulent faire d'ailleurs nos voisins allemands. Le chancelier allemand a dit qu'en Allemagne, il allait s'atteler à diviser par 2 la durée des procédures administratives allemandes. Alors vous imaginez, si un chef d'entreprise doit choisir aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, il faut que nous débureaucratisons. L'autre jour, j'étais avec un entrepreneur qui me disait qu'il fallait être sacrément patriote aujourd'hui. Quand on voit la Grande-Bretagne qui est sortie de l'Union européenne, qui fait vraiment aujourd'hui du dumping fiscal, et puis les agents publics dans un village qui vous disent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à créer votre entreprise, on se dit que nous, en France, on a beaucoup de travail à faire sur la bureaucratie, toutes les normes, toute la paperasse. Donc ça, c'est ma priorité. Ensuite, il faut baisser les impôts de production. Les impôts de production sont 35 milliards plus élevés en France que la moyenne européenne. Donc je les baisserai de 10 milliards. Et notamment, j'exonérerai les 50 premiers millions de chiffres d'affaires de ce qu'on appelle la CVAE. C'est une taxe sur la valeur ajoutée. Ça permettra quoi? Ça permettra aux PME de se développer en France et de pouvoir créer de l'emploi en France. Le sujet de l'industrie, c'est aussi un sujet de main-d'œuvre, de capital humain. Il faut que nous orientions davantage nos jeunes vers ces métiers de l'industrie. Parce que si on n'a pas le vivier pour recruter ces jeunes, eh bien notre industrie ne se développera pas. C'est pour ça que je confierai l'orientation des jeunes aux régions avec les branches professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, je veux revaloriser l'enseignement professionnel. Les lycées professionnels seront eux aussi confiés aux régions. Et pour les jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, je créerai ce qu'on appelle le revenu jeune actif. C'est 670 € par mois pendant 6 mois pour se former dans les métiers qui recrutent, et notamment ces métiers industriels, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'une industrie. Et puis, le dernier sujet, c'est l'innovation, vous en avez parlé, la recherche. Moi, je souhaite un grand ministère de l'industrie, de l'énergie et de l'innovation. Et je souhaite que dans ce grand ministère, on puisse lancer des programmes de recherche partenariale public-privé, comme le font les États-Unis, avec une agence qui est assez connue, qui s'appelle la DARPA pour la défense, mais ils en ont d'autres, ils en ont plusieurs. Moi, je voudrais qu'on lance des appels à projets, et je pense qu'il faudra rajouter 1 milliard d'euros sur ces projets de recherche partenariale public-privé, sur des projets stratégiques.
Ça peut être, par exemple, créer un cloud souverain. Nous n'avons pas aujourd'hui de cloud souverain. Ça peut être la cybersécurité, mais ça peut être aussi des domaines industriels beaucoup plus traditionnels. Madame Pécresse, sur le revenu jeune actif, à qui s'adresse ce revenu exactement? C'est tous les jeunes qui souhaiteraient se diriger vers ces filières? Est-ce qu'il y a des conditions de revenus, des conditions... Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce dispositif? Eh bien, l'objectif, c'est qu'il remplace le contrat d'engagement d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait ce qu'il a appelé le contrat d'engagement, qui commence le 31 mars. Il se passe peut-être quelque chose le 10 avril. Le contrat d'engagement, c'est 500 € pour 14 heures, je crois, 14 heures d'accompagnement en mission locale pour des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. Et moi, je ne veux pas de ce RSA jeune. Je veux un revenu jeune actif, c'est-à-dire pour les mêmes jeunes, ces jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, je veux qu'on leur donne 670 € par mois pour être formés dans des métiers qui recrutent avec des qualifications. Et à la fin des 6 mois, ils prennent l'emploi qui est proposé par l'entreprise. Bien, Valérie Pécresse, dans quelques instants, on va aussi prendre les questions de la salle, du public. Juste, notre sujet, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est la souveraineté. Tout à l'heure, Frédéric Dabi de l'IFOP nous a présenté un petit peu un sondage, en tout cas des enseignements sur la souveraineté liée à l'Europe. Est-ce que vous parleriez, comme Emmanuel Macron, de souveraineté européenne, ou est-ce que pour vous, la souveraineté ne peut s'envisager que pour un pays? Est-ce que c'est la souveraineté française versus la souveraineté européenne, ou est-ce que finalement vous êtes dans la droite ligne un peu macronienne, pardonnez-moi de cette comparaison, hein, mais il y a d'autres qui le portent, et vous diriez que vous parlerez aussi de souveraineté européenne? Pour moi, la souveraineté est d'abord française. D'ailleurs, je vais mettre dans la Constitution un article qui permettra, et qui sera adopté si je suis élu président de la République, qui permettra à la France de préserver. Lorsqu'une jurisprudence internationale vient dire le droit d'une manière qui contrevient aux intérêts supérieurs de la nation et à son identité constitutionnelle, de s'y opposer, soit par référendum, soit par le biais d'une loi qui serait votée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Typiquement, je fais allusion à la jurisprudence qui a été prise, la jurisprudence européenne qui a été prise, qui dit que nos militaires devraient avoir un temps de travail de 48 heures maximum. Cette jurisprudence qui interprète la directive travail européenne est une jurisprudence qui contrevient, me semble-t-il, aux intérêts supérieurs de la nation française. Nous sommes la seule nation à avoir une armée d'emploi, une armée de métiers en Europe. Nous avons besoin de pouvoir fixer ces règles d'emploi souverainement. Donc vous voyez, je garantirai l'identité constitutionnelle de la France contre des jurisprudences qui pourraient être contraires. Donc, il y a cette Marine question Le de Pen, l'identité constitutionnelle. Donc je parle d'abord de la souveraineté française. Mais vous le savez, dans le cadre des traités européens, et moi je suis patriote et européenne, nous avons accepté un certain nombre de transferts de souveraineté à l'Europe. Par exemple, nous avons une monnaie commune. La monnaie est un instrument de souveraineté et nous l'avons partagé avec l'Union européenne. Donc il peut y avoir, dans mon esprit, au niveau européen, des éléments partagés de souveraineté. Mais je ne parle pas, moi, d'Europe souveraine, je parle d'Europe indépendante, parce que ce que je veux, c'est que l'Europe affirme son indépendance par rapport aux grands empires, au reste du monde. Je veux la fin de la naïveté, je veux qu'on ait des frontières qui soient respectées, je veux qu'on ait un Buy European Act, en bon français dans le texte, qu'on achète européen, qu'on ait une préférence européenne dans nos marchés publics. On va prendre une question. Je veux aussi, je veux aussi une vraie taxe carbone à nos frontières qui protège enfin nos industries, parce que si on veut créer et produire en Europe, il faut qu'on taxe les produits qui mettent des dizaines de milliers de kilomètres à nous parvenir et qui ne respectent pas nos normes environnementales. On va prendre une question dans la salle, Valérie Pécresse. Alors, mademoiselle au fond.
Bonjour Madame Pécresse, Amélie Martinez, étudiante en droit et LEA à Brest. Donc ma question est au sujet de la dépendance. Est-ce que, en tant que présidente de la République française, est-ce que vous privilégieriez plutôt du commerce international France ou du commerce international Europe ou même France-Europe? Merci. Je souhaite surtout, c'est la réciprocité. Vous voyez, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, on est par exemple des marchés publics où nos concurrents chinois peuvent candidater, mais en revanche, les Européens ne peuvent pas candidater au marché public chinois. Donc moi, je demande que l'Europe exige la réciprocité. Si on peut candidater, alors les autres pays pourront candidater. Réciprocité dans les marchés publics, c'est très important, qu'on ait les mêmes règles pour tout le monde. Et puis, moi, je ne veux plus qu'on importe en Europe des produits qui ne respectent pas les normes européennes. Et l'Europe doit être beaucoup plus vigilante là-dessus. Soit on ne les importe pas, soit on les taxe. Et pour moi, c'est au niveau européen que ça doit se faire. Alors, évidemment, je veux aussi qu'on produise en France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je privilégie aussi tout ce qui est local. Comment je peux privilégier ce qui est local dans un cadre européen? Eh bien, c'est simple, je mets des clauses de responsabilité sociale et environnementale dans les commandes publiques, par exemple. Quand on met des clauses de responsabilité sociale et environnementale, ça incite à produire au plus près. Ça veut dire que, quelle que soit la nationalité de l'entreprise, elle est incitée à venir produire en France pour pouvoir avoir la commande publique. C'est très important d'inciter les entreprises étrangères à venir investir en France, produire chez nous. Ce n'est pas une question de nationalité de l'entreprise, c'est où est-ce qu'elle produit et je veux qu'elle produise sur notre territoire. Bien, une autre question qui vous est adressée, Madame Pécresse, ce soir. Oui, bonjour Madame Pécresse. Vous avez parlé d'industrie et de souveraineté, et du coup je voulais vous poser la question concernant l'industrie de l'armement. Sachant que votre groupe, les Républicains, accompagnés de la République En Marche à l'Assemblée nationale, ont voté une résolution, un projet de résolution pour préserver l'industrie de l'armement dans la taxonomie européenne, pour qu'elle puisse toujours bénéficier de la réorientation des flux financiers. Et je voulais savoir si l'industrie de l'armement, selon vous, on peut la garder sans pour autant devoir exporter nos armes à travers le monde, et notamment à des régimes autoritaires tels que l'Arabie Saoudite ou l'Égypte. Et par ailleurs, sachant que ces exportations se font en notre nom, et ce sans véritable contrôle parlementaire, je voulais savoir si, selon vous, il était important d'instaurer un contrôle de la population par le biais de ses élus. Merci. Alors sur la question de l'industrie de défense, c'est une question évidemment extrêmement délicate, mais on le voit, le monde est très menaçant. Il est très menaçant et nous devons pouvoir nous défendre. Et aujourd'hui, la France a la chance, avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, d'avoir une vraie industrie de l'armement qui lui permet, lorsqu'il y a des conflits, d'être relativement, pas totalement, on le sait bien, indépendante et de pouvoir engager ses forces et de pouvoir se défendre. Donc, il faut qu'on maintienne cette industrie de défense. Pour la maintenir, il faut qu'elle puisse vendre ses produits et il faut qu'elle puisse les exporter. Alors, j'entends que ça veut dire qu'on fait de la réelle politique, ça veut dire qu'on fait des contrats à l'étranger avec des États. Et c'est vrai qu'il faut évidemment pouvoir exercer un contrôle sur ces exportations. C'est d'ailleurs ce que fait le Parlement. Et moi, je souhaite que ce contrôle soit parlementaire. Mais il faut qu'on puisse le faire. Et si nous n'avons pas d'industrie de défense, nous serons pieds et poings liés face à des dictateurs comme Vladimir Poutine, face à des menaces extérieures. Nous ne pourrons plus défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Regardez la lutte que nous menons contre le djihadisme au Sahel. Tout ça, nous ne pouvons le faire que parce que nous avons une industrie de l'armement puissante et une industrie de l'armement qui reste très innovante. Parce que désormais, les batailles, elles vont se livrer partout. Elles vont se livrer dans l'espace, elles vont se livrer sur le cyberespace, elles vont se livrer dans la mer, sous les mers, elles vont se livrer sur Terre. Donc, vous avez vu que Vladimir Poutine a utilisé pour la première fois des missiles hypersoniques.
nous n'avons pas encore cette technologie. Donc, vous voyez, on a besoin aujourd'hui des industries de défense. J'ajoute que quand on investit dans les industries de défense et dans la recherche pour les industries de défense, très souvent, ça a des répercussions sur l'industrie civile. On sait bien que l'Internet a été créé au départ par de la recherche de la technologie de défense. Donc, je comprends vos scrupules et je comprends les questions que vous vous posez, mais je pense que la réelle politique, c'est aussi ça, c'est aussi affirmer qu'il faut protéger le peuple français et qu'il faut avoir une industrie de défense forte. Une dernière question dans la salle, monsieur. Bonjour Madame Pécresse, donc Mathis Grenier, étudiant à l'IRIS. Vous avez juxtaposé une volonté de normer et faire respecter des normes environnementales et ensuite l'idée de simplifier tout, dénormer justement. Alors est-ce que vous avez utilisé le même mot en pensant à un sens différent ou est-ce que c'était un peu contradictoire ? Et puisque par définition, la normalisation, c'est administratif, donc est-ce qu'il n'y a pas un risque en voulant dénormer de faire passer à la trappe les normes environnementales, justement ? Alors, quand j'ai parlé des normes environnementales, j'ai parlé des normes européennes. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de directives européennes qui régulent notamment la politique agricole commune. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous ne rajoutions pas, ça s'appelle de la surtransposition, des normes à ces normes européennes. Parce que je souhaite qu'on fasse l'Europe pour se protéger, pour être plus forts ensemble, pas pour construire de la concurrence déloyale entre les États. Vous voyez, quand dans la loi climat, Emmanuel Macron dit que les tomates bio sous serre chauffée françaises ne pourront être vendues qu'à partir du mois de mai et qu'en Espagne, elles peuvent être commercialisées à partir du mois de mars, ben forcément, ça crée une distorsion de concurrence. On n'a pas fait l'Europe pour ça. Donc, on se met d'accord sur la norme européenne, qui est en général très protectrice, et une fois qu'on a mis cette norme, on ne surtranspose pas au niveau français. Et j'ajoute une deuxième chose, on n'accepte pas que les pays qui, eux, produisent des produits à partir de beaucoup plus de pesticides, à partir d'intrants que nous n'acceptons pas sur notre sol ou à partir d'OGM que nous n'acceptons pas sur notre sol, on n'accepte pas que ces produits puissent être importés et consommés en Europe parce que c'est complètement ubuesque, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, il y a besoin de normes, il y a besoin de régulation, mais pas de surtransposition française et pas non plus d'exception pour les pays qui ne respecteraient pas nos normes. Merci J'espère Valérie. Que j'ai été claire. Eh bien écoutez, oui, il y a un hochement de la tête, je ne sais pas. Merci en tous les cas, merci d'avoir répondu Valérie Pécresse à nos questions et d'avoir participé à ce grand oral. On vous dit à bientôt, en vrai, si je puis dire, dans nos studios, pour un retour. Le plus vite possible. On vous l'espère, évidemment. Merci encore. Retour à la vie normale. Tout à fait.